Bien, alors bonsoir. Merci d'être venus. Bonsoir, bonjour à nos amis qui se connecteront bientôt, selon le moment où ils se connecteront, en France, dans l'outre-mer et à l'étranger, puisque vous savez que ces cafés sont enregistrés et mis à votre disposition. Nos cafés se poursuivent à Aix et à Marseille. Alors je vous donne rapidement, je rappelle rapidement les dates. Pour Aix, c'est très facile, c'est le premier mardi de chaque mois. Donc les prochains seront bien le 2 avril, le 7 mai et le 4 juin. Et mardi dernier, c'était Patrick Barrault, vice-président de l'Université de Provence, qui a parlé à Aix de l'individu face à l'État. Alors évidemment, tout le monde ne pouvait pas aller à Aix. Je vous signale que sur la faute à Rousseau, vous avez la vidéo de l'an passé, c'était au mois d'avril de l'année dernière, où Patrick Barrault parlait d'un sujet différent, mais qui se recoupe quand même un petit peu, et il parlait de la République, mythe et conséquences. Donc ceux qui n'ont pas pu aller à Aix, il y a quand même pas mal de gens, pourront toujours trouver sur cette vidéo, ils pourront voir Patrick Barrault, qui est très intéressant, qui dit des choses qui sont très intéressantes. Et donc le Café d'Aix se poursuit avec sa belle régularité. C'est lui qui nous a servi de modèle pour recommencer ces cafés. Quant à nous, nous nous retrouverons le mois prochain, le 6 avril, avec Jean-François Mattei. Le 11 mai, ça sera combiné avec Jeanne d'Arc. Et puis nous clôturerons avec Jean-Baptiste, qui est ici, que je remercie par avance, sur une autre modernité, mais nous verrons ça plus tard. Voilà. Alors, je vous dis également une information, je vous donne également une information un petit peu parallèle, mais je crois qu'il faut le dire. Bernard Lugan sera à Marseille, ce n'est pas nous qui l'invitons, ce sont nos amis, c'est Jean-Louis Hébert, que vous connaissez tous, qui l'invite pour le cercle algérianiste. Son sujet sera l'histoire de l'Afrique, entre faits et idéologie ou repentance. Alors ça se passera à Marseille, au 344 boulevard Michelet, Maison des Travaux Publics et du Bâtiment, mais vous avez tout sur la faute à Rousseau, vous regarderez, la conférence est à 18 h et il y aura un repas après pour ceux qui voudront rester. Nous, on le verra pendant l'après-midi, on déjeunera avec lui pour parler un petit peu, parce que on le connaît bien, c'est un ami. Voilà. Alors, ce soir, c'est Hilaire de Crémier. Je vous parlais tout à l'heure de ces vidéos enregistrées. Vous savez qu'elles sont placées, qu'elles sont postées sur un site qui s'appelle Vimeo, et qu'elles sont donc téléchargées. Alors, on a maintenant atteint un chiffre absolument important de téléchargement, mais justement, vous avez ce soir les deux records, les deux personnalités qui détiennent le record, puisqu'ils l'ont en duo, c'est Antoine et Hilaire, qui ont dépassé les 50 000 téléchargements. Donc, dans l'ensemble des vidéos que l'on propose sur la faute à Rousseau et sur Vimeo, l'ensemble est de 400 000 téléchargements, et la vidéo la plus importante, la plus téléchargée, c'est celle d'Antoine et d'Hilaire qui ont dialogué ici même il y a un an sur la crise, et ça avait été une soirée très agréable, très réussie. Donc on fait ce qu'on peut, il ne faut jamais se satisfaire, c'est jamais assez, il faut toujours plus de lecteurs, tu l'as dit aussi tout à l'heure, mais bon, on fait ce qu'on peut, et quand même, malgré tout, ça marche. Alors, Hilaire de Crémier, je ne vous le présente pas, bien sûr, Paul, je pense que tout le monde le voit, c'est le directeur de Politique Magazine, on vous a fait une table de presse. Vous avez la nouvelle revue universelle, le numéro 31 vient de paraître. Je ne m'étends pas trop parce que je veux laisser la parole à Hilaire. Alors je récapitule, nous sommes à mi-chemin de cette enquête sur la République. Vous savez que cette année, la particularité pour nous a été de faire que les 9 cafés tournent autour d'un thème central. On s'était dit au début donc enquête sur la monarchie, un peu comme Maurras en 1900, et puis on s'est dit que finalement ce qui était d'actualité, ce n'était pas l'instauration malheureusement dans l'immédiate de la royauté, mais c'était la crise de la République dans tous les domaines. Le vide institutionnel, l'absence d'autorité, l'échec européen, etc. Et puis alors, cette République qui échoue partout, elle reste malfaisante et elle se déplace un petit peu du domaine purement politique. On ne prétend plus instaurer un monde meilleur, une société si belle qu'on ne pourrait pas l'imaginer, mais elle vient dans le domaine personnel, l'intrusion dans les consciences, le mariage, etc., dans l'intime de chacun. Et donc, elle reste malfaisante. Elle se déplace en quelque sorte du terrain purement politique, purement idéologique, au terrain très concret des mœurs, finalement, des familles, etc. Donc, l'intérêt est d'étudier cette crise générale de la République. C'est ce que nous faisons. C'est ce que nous avons fait avec Gérard Leclerc en octobre, avec Antoine de Crémier en novembre, avec Laurent Wetzel, vous vous rappelez de sa fougue sympathique en décembre, avec Alain, qui est là aussi et que je remercie, en février, ce soir avec Hilaire, et puis le mois prochain avec Jean-François Mattei. Voilà, j'ai été un peu bref, parce que comme on avait commencé différemment, donc le débat aura lieu après qu'Hilaire nous aura délivré son intervention, et bien sûr toutes vos questions seront les bienvenues.
Hilaire, merci d'être venu de si loin, malgré ton état, et je te passe la parole. Merci François, et merci Jean, et merci à vous tous. C'est toujours un plaisir de se retrouver. Je me souviens du fait qu'il y a un an, nous traitions de la République et la crise. Les deux mots sont peut-être synonymes, je ne sais, c'est ce que nous allons essayer de percer, de comprendre au cours de cette petite heure que nous allons consacrer à ce sujet. La République. Alors, c'est un mot. Vous avez remarqué, nous en parlions tout à l'heure avec Jean Gugliotta, c'est un mot référence, comme on dit. On parle de République exemplaire. Tout candidat qui se présente à la présidence de la République commence par dire que pour lui, il ne s'agit que de la République exemplaire. On a envie de poser évidemment une question. Qu'est-ce que c'est qu'une République exemplaire et par conséquent, par antinomie, qu'est-ce que c'est qu'une République non exemplaire? Il faut croire qu'il y a un jugement qu'il faut porter et que si on promet une République exemplaire, c'est que la précédente ne l'était guère. On nous parle de valeurs républicaines. Les deux mots sont accolés. Mais quand on cherche à définir les mots de valeurs, de républicaines, qu'ont de spécifiques les dites valeurs pour être qualifiées de républicaines. Et là aussi, on a envie de poser des questions. Il y a donc des valeurs qui ne sont pas républicaines et qui, par conséquent, n'ont pas de valeur. Puisque, pour être agréé comme valeur, il convient d'y ajouter l'adjectif de républicaine. N'importe quel philosophe hurlerait. On nous parle de débats républicains. Il y a des débats républicains, mais il y a des débats qui ne sont pas républicains, dont il est dit à l'avance qu'ils ne sont pas républicains. Donc on ne les ouvre pas. Quand un débat ne correspond pas à la norme d'un système, du système, il est dit non républicain et par conséquent on ne l'ouvre pas. Le candidat ne plaît pas, les idées qui vont être proposées ne plaisent pas, elles ne sont pas admises par la République dite exemplaire et par conséquent le débat est clos. Alors il y a une question de vocabulaire. Bien sûr, le mot république, il est aussi ancien que la langue latine, puisque c'est un mot latin, res publica, la chose publique, et en soi n'a jamais connoté une forme de régime. Il s'agissait fondamentalement de l'État. C'est une notion qui est accolée étroitement depuis l'Antiquité romaine à la notion d'État. Ensuite, il y a les formes de gouvernement. C'est si vrai que dans l'Ancien Régime, le mot était employé. Il arrivait au Parlement de Paris d'employer le mot « République ». Il arrivait même à Louis XV, devant le Parlement de Paris, de parler de République. Il a employé le mot dans le sens de l'État. Il y a eu des traités de la République, celui de Bodin en particulier, au XVIe siècle. Et le traité de la République de Bodin est une démonstration et illustration de l'excellence de la monarchie paternelle. Vous voyez, la monarchie paternelle, dans la mesure où précisément elle est paternelle. Et c'est cela que Bodin traite comme la République. Alors il est tout à fait vrai que depuis, on peut dire, la Révolution française, un petit peu avant, chez quelques auteurs, nous n'allons pas faire des généalogies d'auteurs, on n'est pas là ce soir pour ça, on pourrait le faire. Mais le mot République a pris une connotation qui est différente. Et quelque chose de, comment dire, de sacré. Quand on dit République, il y a un absolu qui est présenté et qui est la référence. Alors c'est devenu très très sensible dans les propos d'un Robespierre, des auteurs révolutionnaires, des orateurs révolutionnaires. Il y avait toute une morale, toute une métaphysique, on pourrait presque dire toute une théologie qui se développait autour de ce mot République, avec des raisonnements qui étaient des raisonnements, quand je dis théologique, c'est absolument vrai, simplement le mot théos, le mot Dieu, était remplacé par le mot République. C'était la référence absolue.
Louis XVI avait tort et devait être condamné en vertu d'une morale supérieure, qui était la morale républicaine, parce que de deux choses l'une, ou la République a raison, ou la République a tort. Si Louis XVI n'est pas condamnable et n'est pas condamné, c'est la République qui en elle-même a tort. Vous voyez, ils ont absolutisé le mot. C'est un mot absolu. Alors, ils vous disent, il y a un idéal derrière. Et on entend toujours tel ou tel... D'ailleurs, généralement, des gens intéressants. Je pense à un homme comme Vauquier, qui ont fait leurs études et qui ont réussi brillamment, qui ont fait de grandes écoles. Et comme ils sont d'origine modeste ou qualifiés comme tels, ils pensent que c'est la République qui leur a permis d'accéder à cette reconnaissance sociale. Et ils en sont reconnaissants. Donc la République devient quelque chose d'autre. Cependant, il serait facile de leur dire, mais chers amis, ce n'est pas la République qui vous a offert ça. Parce que vous auriez connu exactement la même ascension au Moyen-Âge et vous êtes assez cultivés pour le savoir. Ça se poursuivait et ça se connaissait. Et même, on pourrait dire qu'à l'heure actuelle, il y en a moins aujourd'hui qu'il n'y en a eu autrefois. Alors, pour être plus précis, il semble bien que derrière, et on va entrer dans notre propos, qui est un propos essentiellement politique, pas philosophique, pas théologique, mais essentiellement politique, il semble bien que ce mot République soit attaché à, en France, une forme d'institution. Et ceux qui l'emploient, et ceux qui se présentent comme les garants de la République exemplaire ou des valeurs républicaines, défendent cette forme d'institution où ils sont partie prenante. Ils sont partie prenante. Alors ils sont un peu juges et parties. Ils sont républicains et évidemment, ils dénoncent toute tentative qui consisterait à remettre en cause ce système, qui pourrait en fait remettre en cause leur propre légitimité. Ce sont des personnes qui sont habilitées à employer le mot République, à définir dans leur esprit ce que signifie le mot République, et ensuite à exercer le pouvoir en fonction de ces définitions qu'ils ont dans la tête. Tout ça, ce sont un peu des truismes que je développe devant vous, mais c'est très important pour se rendre compte de la réalité des choses. On les pousserait dans leur raisonnement, on n'arriverait pas bien loin. Quand M. Barouin parle de la République, quand M. Le Maire parle de la République, on voit très très bien que ce sont des gens qui sont dans un système, qui ont une carrière dans ce système, qui ont une ambition, et pour eux, évidemment, ce qu'ils appellent la valeur républicaine, c'est ce que eux proposent pour satisfaire leur ambition. Il y a quelque chose de profondément personnel. Et donc nous sommes là à la croisée des chemins. Qu'est-ce que la République aujourd'hui? Nous sommes dans une période de crise. Nous en avions parlé ici même il y a quelques mois. La crise financière a débouché dans une crise économique qui était prévisible. La crise économique se transforme en crise sociale, ça commence à se faire sous nos yeux, et la crise sociale débouchera, elle, en crise politique. Et la crise politique sera une crise institutionnelle. C'est peut-être ce qui commence un tout petit peu à faire peur, et c'est peut-être la raison pour laquelle, nous, de notre côté, il convient de réfléchir. Dans le fond, on se trouve à l'heure actuelle, exactement comme on s'est trouvé à plusieurs périodes de notre histoire, devant la croisée des chemins. Exactement comme en 1958 avec la création de la Ve République. L'origine de la Ve République nous met exactement au cœur du problème institutionnel français. Et c'est là qu'il convient de dénouer ce que Georges Pompidou appelait lui-même, c'était le titre d'un ouvrage, le nœud gordien. La Ve République a été créée pour sortir d'une crise institutionnelle. Or, 50 ans après,
elle reproduit exactement le même genre de crise. Et la crise institutionnelle, du même ordre. Donc il faut croire que la réponse apportée en 1958 était une réponse insuffisante. On se retrouve devant la même question, et pour parler le jargon, la même problématique. Et c'est ce que nous allons analyser. Ce soir, je ne ferai pas de référence à des auteurs. Nous allons tenir un discours proprement, si vous le voulez bien, politique. Faire une analyse qui est rarement faite, qui a été faite par nos maîtres, bien sûr, mais qui est rarement faite à l'heure actuelle. Vous avez des professeurs de droit constitutionnel en particulier, qui sont capables de faire des heures et des heures de cours, mais dans le cadre de ce qui existe, et qui ne sont pas capables d'imaginer ce qui pourrait être et ce qui devrait être. À l'origine de la Constitution de la Ve République, en 1958, vous avez le souhait d'avoir des institutions faites pour un homme et par un homme. Il faut être clair, laissons tomber les... On ne va pas rentrer dans les nuances. Soyons clairs. Le général de Gaulle voulait restaurer les institutions et les institutions de la France pour lui. Il l'a carrément dit, il n'y a pas besoin de se cacher, de se dissimuler, les mémoires de Perfit sont très claires sur la question. Donc, faites par un homme et pour un homme. On sortait d'une certaine république, qui était la République parlementaire, la 4e. Et la Ve République essayait de répondre à cette question de légitimité profonde, fondamentale. Sur quoi doit reposer le gouvernement de la France? Et comment doit se faire son exercice? Quel est son mode d'exercice si on veut sortir de l'imbroglio dans lequel la République nous met constamment? C'était ça. Et dans l'idée du général de Gaulle, il n'a pas été question de remettre en cause la forme républicaine du gouvernement, ni de remettre en cause fondamentalement les valeurs républicaines, le mot était peu employé à l'époque. La question était de savoir comment rendre la République efficace. Et pour la rendre efficace, il fallait qu'elle soit mise au service d'un homme, pour un homme et par un homme. Et tous les pouvoirs publics, vous laissez tomber tous les baratins qu'il y a avant, tous les baratins qu'il y a après sur les principes de constitutionnalité, les blocs de constitutionnalité, les principes généraux du droit, les déclarations, etc., des uns et des autres, le nœud, c'était un homme est là, qui prend le pouvoir, et non pas en vertu d'une légitimité immédiate, il va ensuite l'assumer, mais en vertu d'une légitimité qu'il qualifie d'historique. Je suis l'homme qui représente l'histoire de France, la France va mal, je prends la situation, et chose étrange, tout le monde est d'accord, ou à peu près. Il y aura bien sûr des compromis, il y aura un jeu d'institutions, il ira voir Guy Mollet, tout ça est très peu dit et très peu su. Il a donné un certain nombre d'assurances, il a garanti que, vous vous souvenez de cette fameuse phrase, moi à mon âge, un dictateur, il n'empêche que vous prenez la Constitution de la Ve République, et c'est une des raisons pour lesquelles un homme comme Pierre Boutan ou un homme comme le comte de Paris ont cru à des possibilités d'ouverture vers la monarchie. La Constitution de la Ve République, je te dis, en laissant tomber tout ce qui est avant et tout ce qui est après, qui compte énormément, mais ça, ce serait une autre discussion. Là, on fait de la politique pure. C'était le gouvernement d'un homme par un homme. Et un homme qui exerce les responsabilités supérieures, uniquement les responsabilités régaliennes. Ensuite, le reste, l'administration, ça ne l'intéressait pas. Il fallait que ça suive. Alors, pour repenser cette situation, élevons-nous un tout petit peu pour avoir une vue cavalière de l'histoire. C'est ce que je vous propose, qui nous permettra de mieux comprendre la problématique dans laquelle nous nous trouvons en France, et qui est spécifiquement française. Quelques pays qui prétendent nous imiter connaissent exactement les mêmes mots que nous. Donc, résolvons le problème français d'abord. Quelle était la question qui se posait au moment de la Révolution française? Le pouvoir royal
en France, était un pouvoir extrêmement moderne et extrêmement avancé. Tout le monde le sait, et les historiens l'ont montré. Et que ce soit la diplomatie, que ce soit l'organisation administrative de la France, on peut prendre tous les sujets, hein, avec les admirables intendants du XVIIIe siècle, nous pouvons prendre tous les sujets. La monarchie française était en avance sur toutes les autres monarchies du monde, et d'ailleurs donnait l'exemple, y compris dans la politique culturelle. Mais il y avait un problème en France, et qui se sentait depuis l'influence, certes, des auteurs qui étaient lus par l'élite de l'époque. On peut le dire, mais je ne crois pas qu'il n'y avait que ça. En fait, il y avait un besoin profond qui était ressenti peut-être depuis Louis XIV, et qui était, mais en face de cet État royal, qui était un État vainqueur, il avait pris la revanche sur l'anglais, qui avait fait une flotte merveilleuse. Et on se demande comment tout ça est parti en un rien de temps. C'est stupéfiant. J'en parlais l'autre jour avec Philippe de Villiers. C'est stupéfiant comment tout ça s'est effondré en si peu de temps. Et tout ça pour une question. Alors, vous me direz, il y avait bien sûr la franc-maçonnerie, il y avait le combat des idées, il y avait les sociétés de pensée, il y avait tout ça qui minait le corps social. On est complètement d'accord. Mais ce n'est pas de cela dont nous traitons aujourd'hui. Ce n'est pas cela que nous traitons aujourd'hui. Il y avait un besoin de représentation de la nation. Il y avait besoin d'un dialogue de cet État royal avec des représentants de la nation. Et vous savez que le terrible du XVIIIe siècle et le terrible de Louis XVI, c'est que Louis XV avait fait son coup d'État, en quelque sorte, en 1770, avec le chancelier de Maupoux. Et il avait résolu un certain nombre de problèmes, en particulier la réforme judiciaire, la réforme des lois. Ce qui deviendra plus tard le Code Napoléon devrait s'appeler en réalité le Code Louis XV. Il y a des juristes dans cette assistance et qui me donneront parfaitement leur accord à cette affirmation, qui est catégorique quand on lit les textes de presse. C'est d'ailleurs pour ça que le Code civil est admirablement écrit. Il y avait ce souci d'avoir une représentation qui puisse donner son avis. Et après cette réforme faite par Louis XV restaure l'État, qui est mis en cause perpétuellement par les parlements. Louis XVI défait la réforme de Louis XV, et on se retrouve devant la même difficulté, un parlement, des parlements, qui se présentent d'ailleurs comme un corps unique, et qui prétendent représenter la nation, et qui d'ailleurs parlent de république. Mais il n'y avait pas que les parlements, il y avait le clergé qui avait aussi une certaine prétention, il y avait les notables, il y avait la noblesse. Quand vous lisez les traités sur la noblesse de l'époque, vous en avez les bras qui tombent, hein, cette affirmation sur laquelle on a un droit supérieur qui vient du fait que nos ancêtres, les Francs, ont conquis la Gaule, et que les manants ne sont que nos vaincus. Attendez, ça a été soutenu, hein, en plein XVIIIe siècle. Et M. de Boulainvilliers, je crois, je ne me souviens plus du nom précis, oui, c'est ça, c'est lui. Mais c'est sidérant. Et il y avait une prétention à représenter la nation. Chaque corps prétendait représenter la nation. Et Louis XVI est entré dans ce jeu, malheureusement. Et autant il a su mener son affaire sur le plan extérieur, autant sur le plan intérieur, probablement n'avait-il pas les conseillers qu'il fallait. Il avait un Vergène en politique extérieure. Il aurait fallu d'autres gens que ceux qu'il a eus à sa disposition, les Loménie de Brienne et les autres, et les Necker, qui étaient des hommes beaucoup trop intéressés pour être de vrais chefs d'État, des chefs de gouvernement. Il aurait fallu un chef de gouvernement. Et donc, toutes les réformes ont été remises en cause. Et finalement, eh bien, on a réuni les États généraux. C'était une vieille institution qui n'avait pas été réunie depuis plus d'un siècle. Le dernier, c'était sous la minorité de Louis XIV, et Louis XIV ne voulait plus en entendre parler, il avait raison. Et donc on s'est retrouvé avec un très vieux mode de représentation qui a été en quelques semaines balayé, évidemment, au nom de critères modernes, et le tiers-État,
Donc ce n'est pas le Parlement, ce n'est pas la noblesse, ce n'est pas le clergé qui ont ramassé la mise, c'est le tiers-État. Et vous connaissez la fameuse brochure de Sieyès. Qu'est-ce que le tiers-État? En apparence rien, en fait il est tout. Il est tout, et c'est allé tout de suite là où était le problème. Ils se sont déclarés assemblée constituante, c'est-à-dire ils assumaient la souveraineté. Ils étaient la France, mais la France globale. C'est navrant, parce qu'il y avait eu des expériences avant, sous Louis XV, et surtout sous Louis XVI, de représentation régionale. L'idée, c'était de faire revivre des structures régionales et une représentation régionale. Turgot avait essayé ça dans le Limousin. Mais malheureusement, ça n'a pas été partout très profitable, en raison de l'ambiance de l'époque. Une société trop heureuse et trop facile, qui ne voyait pas le drame qui allait arriver, pas plus que nos contemporains. Nos contemporains sentent vaguement le drame qui vient, qui couvre, mais ils ne le voient pas venir, en tous les cas, les hommes qui sont aux affaires. Et elle s'est déclarée Assemblée nationale constituante. Louis XVI a compris ce jour-là, le jour même, il a compris qu'il ne pouvait pas y avoir deux souverainetés nationales dans le pays, où c'était lui qui était le souverain, où il y avait en face de lui une assemblée souveraine. L'assemblée a, au lieu d'être une assemblée représentative, et c'est la grande ambiguïté qu'il y a dans le mot de démocratie représentative. Qu'est-ce que c'est que la démocratie représentative? En France, la démocratie représentative est une démocratie totalitaire. C'est-à-dire que dès le départ, elle réclame la totalité des pouvoirs. Et elle prétend les assumer. Et la première constitution qui donnera la législative, le roi a bien sûr un droit de veto, sa personne est déclarée sacrée et inviolable. C'est à peu près d'ailleurs le statut pénal de notre président de la Ve République, hein, quand on regarde de près. Mais très rapidement, il n'a plus eu aucun pouvoir. Première chose, premier point. La République en France s'est manifestée tout de suite par une prétention totalitaire à assumer la totalité de la représentation nationale. Vous n'avez pas ça dans l'histoire américaine, vous n'avez pas cela dans l'histoire britannique. Et c'est pour ça que c'est la spécificité française, et ce qui fait que la Révolution française est la matrice de tous les totalitarismes qui suivront, même avec les baisers l'amourette. Puisque vous savez que l'Assemblée constituante, c'est marqué par cette fameuse journée où tout le monde s'est embrassé après avoir détruit l'ensemble de l'édifice. Et alors on a demandé à ceux qui avaient encore des droits de tous les remettre. Vous vous rendez compte? Tout le monde a renoncé à ses droits. Alors on dit la noblesse, mais attendez, la noblesse, les provinces, tout, les corporations, tout le monde a renoncé à ses droits pour remettre dans le pot commun. Et on est tombé sous la coupe d'une assemblée nationale. Et tout de suite, cette assemblée nationale a été un enjeu de pouvoir. À peine la constituante, avant même la législative, avant même la convention, qu'est-ce qui caractérise l'Assemblée française? C'est le parti. C'est le parti. Lorsque les députés bretons arrivent à Paris, ils se réunissent entre eux. Ça donne le club breton. Ça donnera ensuite le club des Jacobins. Vous avez le club des Cordeliers. Et en France, alors, ça fonctionne un petit peu comme ça aussi en Amérique. Mais en France, ça fonctionne de façon terriblement totalitaire. Là aussi, dans ce sens-là, lorsqu'on dit on est dans le régime des partis, mais c'est parfaitement vrai. Vous n'avez de pouvoir qu'à la condition d'avoir un pouvoir dans un parti. Si vous n'avez pas de pouvoir dans un parti, vous êtes inexistant. C'est l'immense problème français. Et comment vont se réaliser les ambitions des hommes politiques? C'est de prendre possession du club, c'est-à-dire, autrement dit, du parti. Je dois être le meilleur orateur, celui qui va subjuguer les autres. Et c'est comme ça qu'un Robespierre, qu'un Danton, selon leur club, ont progressivement pris en main l'appareil, ce qui était déjà un appareil, qui avait ses sections, et les sections populaires étaient là pour faire la figuration et l'action nécessaires pour accomplir la politique du politicien.
Robespierre, vous analysez sa personnalité, ça a été encore fait récemment dans des livres, il se trouve que je l'avais étudié personnellement il y a déjà très longtemps. C'est une personnalité extraordinaire, cet homme était un paranoïaque, cet homme, il avait d'ailleurs des raisonnements extraordinairement péremptoires, c'était une série de syllogismes, il était fait pour être scolastique, et d'ailleurs il avait eu une formation à Louis le Grand. C'est un homme étrange, qui va décider de tout. Et qu'est-ce qui le guide? Tout le monde sait qu'il est incorruptible. Mais c'est terrible dans la République, un homme incorruptible. Parce que c'est un fanatique. Il vaut mieux un corrompu. Le corrompu, Danton, qui trafique dans la Société des Indes, dans la liquidation de la Société des Indes, et toute la bande autour des Dantoniens, au moins, à la fin, ils étaient un petit peu plus aimables. Et ils étaient d'ailleurs capables d'épouser des aristocrates et puis d'essayer de se retrouver des terres et des châteaux et des... Ils étaient humains. Ils étaient humains, comme sont beaucoup de politiciens au bout d'un certain usage. Mais il n'y a rien de plus redoutable qu'un Robespierre, parce que c'est implacable. Alors, c'est une vue cavalière, j'avance dans notre propos pour que nous comprenions bien, tous ensemble, ce cas de spécifique, de sui generis, le régime français, depuis la Révolution française. La prétention à représenter la souveraineté nationale, qui est dite la souveraineté populaire, et l'organisation en parti, qui devient, en raison même de la structure, un parti lui-même à vocation plus ou moins totalitaire. C'est-à-dire, je suis là pour changer la société et la transformer. Ce à quoi nous assistons aujourd'hui. Je suis là pour remplir une mission que le peuple me donne, puisque je suis la souveraineté populaire. Comme vous le savez, le roi a été balayé. Et la difficulté, c'est que ces gens-là, ils se succèdent, mais tous avec les mêmes ambitions et les mêmes prétentions. Et donc, ils s'entretuent. Quand on vous dit la Révolution française est mangeuse d'hommes, mais elle est mangeuse de ses propres hommes. Et c'est extraordinaire de les voir passer. Et c'est passionnant d'étudier cela d'une certaine manière. Et je pense que ça pourrait être un sujet pour un professeur d'histoire extraordinairement instructif pour les élèves, pour initier à ce qu'est la politique française. Qu'est-ce qui se passe maintenant? À coup feutré, c'est exactement la même chose. Et ça ressemble à ce qu'a pu être la République romaine dans les pires moments, et ce qu'ont pu être les républiques florentines ou les républiques italiennes au pire moment, ou les républiques espagnoles, parce que le fanatisme latin est là, qui va jusqu'au bout. Et donc ils se disputent, et ils n'arrivent plus à trouver une issue. La guerre extérieure leur donne une sorte de gloriole, ils exterminent à l'intérieur, comme vous le savez, on ne va pas évoquer tout cela, c'est pas dans notre propos, et ils arrivent en 1797, après la convention thermidorienne, on a éliminé Robespierre, on se protège les uns des autres, c'est une bande de drôles de type, du genre le vicomte de Barras, un homme très intelligent, l'homme de toutes les femmes et la femme de tous les hommes, c'était comme ça qu'il était appelé à l'époque, c'est pour vous dire le niveau moral de l'individu, et puis des gens comme Sieyès, etc., et quelques autres qui tournent autour. Et alors vous avez des séries de coups d'État qui se succèdent, je ne vais pas les énumérer, ça ne sert à rien, mais c'est simplement pour comprendre ce qui se passe. Il faut arriver à trouver un moyen de stabiliser les institutions. Parce que la République n'a pas en elle-même sa solution. Or, sa solution, tout le monde le sait, mais personne ne veut le voir, c'est le roi. On a tué le roi de France, et qu'est-ce que c'est que la République? Dans le fond, la meilleure de toutes les définitions, je crois qu'elle a été donnée par Maurras, sous cette forme, la République, c'est l'absence de roi. De telle sorte qu'il y a la légitimité du pouvoir, l'invocation à la souveraineté populaire peut être revendiquée par n'importe qui de passage qui veut prendre le pouvoir, qui s'inscrit dans un appareil et qui progressivement, prenant possession de l'appareil, prend le pouvoir et ensuite toute la tentative c'est de le garder. C'est de le garder. Et c'est comme ça que la convention territoriale, on arrive au directoire. Et le problème du directoire, c'est que faire pour empêcher le retour du roi, c'est-à-dire le retour de l'exécutif. Vous voyez, on est toujours dans la même...
problème que j'évoquais au début de la Ve République, et vous allez voir que la Ve République, c'est l'aboutissement de tout cela, c'est qu'est-ce que nous faisons pour empêcher un exécutif d'arriver, et puis nous, tous les beaux parleurs, parce que ce ne sont que des parleurs, qui en plus de ça, à l'époque, se déguisent en des vêtements ridicules de Grecs et de Romains, qu'est-ce que nous faisons de toute notre rhétorique? Notre rhétorique n'est plus un instrument de gouvernement. Notre gouvernement, il ne tient que parce qu'il y a des généraux vainqueurs à peu près sur tous les champs de bataille, et grâce aux armées d'ailleurs du roi précédent. Et c'est leur problème. Alors ils se partagent à 5. Vous vous rendez compte? 5. Et puis on voit bien que ça fait peur, ça n'aboutit pas, il y a des défaites qu'il faut assumer. Une fois qu'on a pillé les territoires conquis, parce qu'on a pillé, il faut bien le dire, pillé et surpillé, il y a la crise de la dette, la crise de l'emprunt, et vous avez en 1797 la banqueroute des 2 tiers. La banqueroute des 2 tiers, la banqueroute, c'est le signe manifeste que ça va mal. Et nous allons, nous, dans notre République, vers une banqueroute. C'est-à-dire, nous nous retrouvons dans des situations qui sont mutatis mutandis, parfaitement comparables. Et cette banqueroute des 2 tiers, parce qu'il y a un tiers qui a été préservé, et qui étaient ceux qui s'inscrivaient sur le grand livre. C'est-à-dire en tête, vous aviez M. Cambacérès et M. de Barras, bien sûr. Eux, ils avaient préservé leurs intérêts. Toujours la même chose. Et donc les banquiers se sont réunis, on les connaît. Ils ont été les premiers banquiers qui ont fondé la Banque de France grâce à Bonaparte. Les banquiers se sont réunis, on dit ça ne peut pas continuer. Et qu'est-ce que l'on va faire? Il faut restaurer l'exécutif. Mais alors, il n'y a plus de roi, Louis XVI, Louis XVII, le petit Louis XVII assassiné, dans les mêmes années, 1795, un petit peu avant. Et puis Louis XVIII, il est là-bas en Courlande. Et puis il n'est pas question de revenir au Bourbon. On veut garder ce système dont on sait qu'il n'est pas viable. Alors, on va enfreindre la règle du système pour le rendre viable. Et qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va restaurer l'exécutif. Et l'exécutif, on le remet entre les mains d'un général. Bonaparte, qui avait tout préparé pour, d'ailleurs, y compris la campagne d'Égypte. Il est revenu, et il a pris le pouvoir, et vous savez comment. Il n'était pas d'ailleurs très fier de lui, ce jour-là. C'est son père Lucien qui l'a poussé. Il a bien fait, et il y a des estampes de l'époque qui sont drôles comme tout. Ça laisse un peu rêveur, un peu songeur, où on voit les grenadiers qui sont en train d'expédier les gars en jupette et en toge, et les expédier, ils sautent par la fenêtre dans le jardin de Saint-Cloud. Le problème est résolu. Le consulat, c'est tout de suite le premier consul. Tout de suite. Le premier consul, il commence à les institutions de l'orbite, il remet de l'ordre, il fait les réformes qui attendaient depuis, et il s'approprie les réformes qui attendaient depuis 1750 et qui étaient faites en partie, y compris les grandes écoles, dont on dit que les grandes écoles, c'est Louis XV qu'on est le fondateur. On fait comme si c'était la Convention de Bonaparte. Mais non, c'est Louis XV. Ça a été détruit, malheureusement, par la Révolution, et ensuite ça a été repris. Beaucoup de choses, il a remis de l'ordre, mais il a créé l'État consulaire, les fameuses institutions de l'envie sur lesquelles nous vivons encore, avec ces circonscriptions territoriales qui font que l'État est omniprésent à tous les niveaux de la vie citoyenne. C'est le rétablissement de l'exécutif avec une très grande force. Alors, on va vite. Je ne vais pas vous faire l'histoire de Bonaparte. Vous la connaissez aussi bien que moi. Et il y en a un qui a admirablement décrit, c'est celui qui a le mieux écrit sur Bonaparte. Il y a beaucoup d'excellents livres. Celui qui a le mieux écrit sur Napoléon, c'est Jacques Bainville. Parce qu'en même temps qu'il a fait l'histoire, il a fait mieux que l'histoire. Il a fait la psychologie, la psychanalyse de Napoléon. Et la psychanalyse de Napoléon, c'est la psychanalyse de la France. C'est la psychanalyse de la France, de l'État français, de la représentation française, de la situation française. Et nous sommes exactement dans la même analyse psychanalytique, n'est-ce pas, mon cher Jean?
toi qui es psychanalyste, quelle est cette psychanalyse? Je le disais tout à l'heure, c'est l'absence de roi. Il faut combler l'absence de roi. Et comme on ne veut pas faire le roi, eh ben on fait le mime du roi. Donc on fait l'empire. Mais on rétablit les ordres de noblesse, on rétablit les panaches, on fait même une vie de cour qui est infiniment plus ridicule que la précédente. D'ailleurs, la précédente l'était fort peu ridicule. Mais dans la mesure où elle avait des ridicules, tous les ridicules ont été repris. Et il y a quelque chose de fascinant, je dis bien, dans cette psychanalyse de la France, qui se retrouve régulièrement. Et Bonaparte, il n'y arrive pas, parce qu'il cherche sa légitimité. C'est ce que montre très 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 bien Bainville. Mais vous prenez tous les chefs d'État qui ont suivi, ou bien tous les chefs de gouvernement, ceux qui ont prétendu avoir un rôle en France, ou qui se sont crus investis d'une mission pour la France, tous ont été en quête de cette légitimité, parce qu'ils ne l'avaient pas dans leur origine. Et qu'il fallait qu'ils se la prouvassent à eux-mêmes, et il fallait aussi qu'ils la prouvassent à l'extérieur et auprès du peuple citoyen. Voilà. C'est captivant. Et donc, Bonaparte, il fallait qu'il soit perpétuellement nécessaire. Il s'est lancé dans ses campagnes successives. Il a refait l'Europe, et malheureusement, une Europe qui s'est retournée contre lui. Je vais très vite. 1814, 1815. Même chose. 1815, il essaye de renouer un accord fallacieux entre une notion impériale et une notion populaire. La Restauration, eh bien la Restauration, elle aura fait quelque chose. Elle a fait le régime parlementaire, le seul régime parlementaire qui est tenu avec la règle budgétaire la plus stricte et, j'allais dire, l'organisation administrative la plus régulière. Bon, malheureusement, Charles X a cru bon sur la fin de emprisonné dans son propre système, de faire appel à Polignac, bref, passons sur les... Louis-Philippe, il lui est arrivé exactement la même chose. Il se trouve confronté perpétuellement à cette double prétention de la représentation, mais en même temps du gouvernement. Je représente, je suis la souveraineté populaire, et c'est moi qui gouverne. Napoléon III arrive, la Deuxième République. La Deuxième République, ça se termine très vite. Les prétendus ateliers nationaux, qui sont la forme la plus sociale de la République qu'on puisse imaginer, se terminent dans le sang. Prince-président, et puis Deuxième Empire avec Napoléon III. De nouveau, l'exécutif fort, et comme sous le premier Bonaparte, une représentation qui n'est plus qu'une représentation fictive. Qu'est-ce que c'est que les corps législatifs sous les Bonaparte? C'est pas grand-chose. Le deuxième Bonaparte donnera un tout petit peu plus d'importance aux corps législatifs. Sur la fin du SNR, ça lui a coûté sa survie. Alors, dans ces circonstances, arrive l'affaire de Sedan. Et où est la légitimité? C'est extrêmement intéressant. Ne vous inquiétez pas, j'arrive à ma fin. J'arrive à ma fin, ne vous inquiétez pas. Vous me laissez quand même un petit quart d'heure. On a commencé à même pas... Si, 7 heures, oui c'est ça. J'adore ça. La troisième République se fonde sur la même ambiguïté. Quand on y réfléchit, il y aurait de quoi désespérer de la France. Imaginez, les Français sont écœurés par la guerre civile qui s'est déroulée sous les yeux des Allemands. Ils votent. Ils ont une Assemblée nationale qui est composée de conservateurs et de royalistes, en grande majorité, divisés certes, toujours l'esprit de parti. Il n'y a rien de pire que les royalistes quand ils s'emparent des institutions représentatives. Déjà la constituante. Ils se divisent. Parce qu'on fait des discours. Et parce qu'on prétend représenter l'ensemble de la nation. Vous savez qu'un député en France est censé représenter l'ensemble de la nation. Il ne représente pas une partie du corps social,
il représente l'ensemble du corps social. Comment voulez-vous que ça ne monte pas à la tête, un truc pareil? Alors, les royalistes créent le Sénat, en s'imaginant ainsi faire une sorte de composition, d'avoir une deuxième chambre qui ressemblerait un petit peu à la chambre des pairs. Et d'ailleurs, messieurs les ducs, Godifrey-Paquier, Breuil, Decazes, s'octroient des sénatoriats à vie, que d'ailleurs la Troisième République éliminera par la suite. Mais ça ne tient pas. Très, très rapidement, arrive Gambetta, Léon, et puis la bande des Jules. Et ils avaient en face d'eux des gens qui tenaient tout. Ils tenaient la présidence de la République. Ce qui était devenu la présidence de la République en 1873 par l'amendement Vallon, une seule voix. Qui était le marquis de MacMahon, général maréchal duc de Magenta. Il tenait l'armée, il tenait les notaires, il tenait les villages, il tenait les bonnes sœurs, il tenait les curés, il tenait les écoles, il tenait tout, absolument tout. Et en 4 ans, ils se sont fait tout ravir par la bande des Jules, Favre, Ferry, Grévy, Simon et Léon, qui ont joué admirablement des institutions. Êtes-vous vraiment représentatif? On vous a élu, bien sûr, mais dans des circonstances extraordinaires. En réalité, vous ne représentez pas le corps social profond de la France, c'est nous qui le représentons. Ils ont gagné les élections. On a prétendu défaire le scrutin, refaire. Breuil a tenté un coup d'État. Et le Léon a eu cette fameuse phrase adressée à MacMahon, ou se démettre ou se soumettre. Et bien 2 ans après, 1877-1879, 2 ans après, MacMahon se démettait. Se démettait. Et à partir de ce moment-là, la présidence de la République, qui sous la Troisième République avait des pouvoirs, d'ailleurs non constitutionnalisés vraiment, mais des pouvoirs à l'origine comparables à ceux de la Cinquième République, se sont retrouvés des pouvoirs complètement diminués. Et nous sommes passés d'une république qui voulait être une république conservatrice à une république parlementaire, mais qui n'était plus une république parlementaire de représentation parlementaire telle qu'on peut l'imaginer dans une société organisée, mais qui est devenue le régime des partis. Et l'Assemblée s'est divisée entre partis, entre les radicaux de gauche, les opportunistes, les droites, les centres droits, les centres gauches, et finalement la bascule se faisait perpétuellement entre ce centre droit et ce centre gauche. On faisait appel au centre droit quand il fallait rétablir les finances, et on faisait appel au centre gauche quand on voulait satisfaire les besoins démagogiques de la population. Voilà. Et on a assumé la guerre de 14-18 grâce à une reprise en main de l'exécutif, Poincaré et surtout Clémenceau. Et la Troisième République s'est achevée en 1940, de façon pitoyable, avec des gouvernements qui ne duraient que 6 mois. Où est le problème français? C'est un problème de représentation. Et ils savaient très bien que c'était un problème de représentation, parce que quand il fallait sortir de l'ornière de cette espèce de machine législative qui était censée assumer les assemblées, eh bien, pour en sortir, on faisait appel au décret-loi. C'est-à-dire l'exécutif prenait des décisions qui n'étaient même plus passées devant les assemblées. Mais ça n'a pas protégé la Troisième République, elle s'est achevée dans la défaite que vous savez, avec des hommes politiques pitoyables. On a beau, à l'heure actuelle, essayer de restaurer les personnalités, auparavant de Briand, ensuite maintenant de Paul Reynaud. Enfin, tout le monde sait que c'est eux qui portent l'essentiel de la responsabilité de la défaite de 1940. Et on s'en est remis à un homme, le maréchal Pétain. À la fin du maréchal Pétain, De Gaulle est arrivé. De Gaulle critiquait le régime des partis. Et il aurait voulu instituer la 4e République, avec toutes ses bases sociales, etc., bon, tout le reste, mais sur cette idée de la restauration d'un exécutif fort. Il n'y est pas arrivé, il a donné sa démission, il est reparti, et la 4e République a continué comme la 3e, c'est-à-dire avec un renversement de gouvernement tous les 6 mois. Où est la représentation dans un cadre pareil? Et où est l'exécutif? Toujours l'absence de roi et l'absence de réelle représentation. Les partis
pour la raison originelle que je vous ai donnée tout à l'heure, qui date de la Révolution française, les partis se sont emparés de la représentation. Je répète, d'un côté, vous avez les partis qui se sont emparés de la représentation, qui en font un système, qui font fonctionner à leur exclusif profit, et vous avez de l'autre un exécutif qui n'est plus un exécutif, dont on se demande quelle est la légitimité. Et c'est dans ces circonstances qu'arrive la crise de 1958. Nous allons connaître une crise à peu près comparable. Alors, 1958, qu'est-ce que fait De Gaulle? Je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Il invoque une légitimité d'un autre ordre. Et il veut restaurer les institutions. Alors, je passe sur ce qu'a fait De Gaulle. Je remets en cause tout ce qu'il a fait, en particulier entre 1958 et 1962 en Algérie. Mais il est certain que sa volonté propre, c'était d'en finir avec le régime des partis. Mais une fois qu'il a liquidé l'Algérie, qu'est-ce qui s'est passé? Les partis se sont retournés contre lui. Il avait fait le sale boulot, et on a voulu reprendre le pouvoir. Souvenez-vous de la critique en particulier d'un de ses adversaires, qui s'appelait Mitterrand, et qui parlait du coup d'État permanent. C'est étrange. Et lorsque De Gaulle, après les événements de 68, a voulu faire une réforme de la représentation, mais en s'attaquant au Sénat, ce qui n'était pas très adroit, et en s'attaquant à la République territoriale, évidemment, il est allé à un échec. Et De Gaulle, logique avec lui-même, a remis sa démission après l'échec du référendum de 1969. Les hommes qui ont succédé à De Gaulle ont tous été dans la même, la même logique, on dit maintenant, ou la même problématique. Un Pompidou savait qu'il avait une légitimité qu'il ne tirait pas exclusivement des urnes. Pompidou avait montré sa capacité d'homme de gouvernement, en particulier dans l'affaire de 1968. Et c'est pour ça qu'il s'est présenté. Et c'est pour ça qu'il avait, lui, une certaine haute idée, comme on l'a en témoignage dans ses mémoires, enfin dans ce qui lui a servi de mémoire, une assez haute idée de la fonction présidentielle, qui pour lui se rapprochait de fait de la fonction régalienne, c'est-à-dire de la fonction royale, pour employer les mots précis. Giscard d'Estaing, il s'est trouvé une sorte de légitimité en disant qu'il était, le trait d'union entre le monde conservateur et la modernité. Et c'était une légitimité qu'il cherchait à faire justifier par le peuple. Vous remarquerez que les élections ne venaient que confirmer un autre principe qu'il cherchait ailleurs. Mitterrand, ça a été la même chose. Et Mitterrand, qui avait dressé un véritable bilan catastrophique de la Ve République, une fois qu'il a endossé le manteau de président de la République, il s'y est senti extrêmement à l'aise. Et n'a remis en cause, mais aucun des pouvoirs du président de la République. Il les a au contraire renforcés. Ce qui lui a permis, très habilement d'ailleurs, de jouer avec la représentation. Et en jouant avec la représentation, il s'est offert le luxe pratiquement de tuer le Parti communiste, dont il s'est fait un allié. Et ensuite de monter le Front National, histoire d'enquiquiner ses adversaires de l'UDR de l'époque, ou je ne sais plus comment ça s'appelait, peu importe. Et Mitterrand a joué là-dessus, mais Mitterrand avait une excellente formation. Il savait très bien ce qu'il en était. Du problème français. Le président de la République est un faux roi. Et ils s'essayent tous à être des vrais rois. Le premier acte public de Mitterrand, ça a été d'organiser dans le château de Versailles, dans la galerie des Glaces, un grand banquet international où il présidait. Et il y avait aux quatre coins de la table ses maîtresses. Car il avait décidé, c'est su, hein, ce sont des choses sues, il avait décidé que partout où il porterait le regard, il puisse rencontrer le regard d'une amie. Il y a quelque chose de fait, je vous dis, je le répète, quelque chose de fascinant. On est en pleine contradiction. Chirac s'essaye encore, mais bon, il passe son temps à faire du compromis, il abaisse la fonction présidentielle, et au fur et à mesure qu'il la rapproche de la représentation, il la rapproche de la représentation partisane,
Alors que dans la cohabitation sous Mitterrand, Mitterrand gardait toujours son quant à soi. Il était le chef d'État, indépendant des partis. Chirac, c'est plus le cas. Et quand arrive la fin de Chirac et qu'arrive Sarkozy, l'habitude est prise. Le président de la République est d'abord le chef de parti. Auparavant, ils arrivaient par un parti. Les partis leur servaient éventuellement de tremplin. Mais il n'était pas fondamentalement chef de parti parce qu'il voulait se rapprocher le plus possible de la fonction royale. Mais aujourd'hui, après l'expérience de Nicolas Sarkozy, et celle encore plus vulgaire de Hollande, qu'est-ce que c'est que le chef de l'État? La Ve République a perdu son exécutif. De fait, cet exécutif garde ses fonctions, donc il a une sorte d'omnipotence sur les choses, mais c'est une omnipotence extrêmement, nerveuse, fébrile, en tout domaine. J'interviens, je suis le chef, mais en même temps, je ne suis le chef que par mon parti. Et Sarkozy était le chef de son parti avant de devenir le chef de l'État. Et chef de l'État, il reste chef de son parti. Et pour essayer de montrer qu'il n'est pas que le chef de son parti, il ouvre à l'autre parti. Mais le fait qu'il ouvre à l'autre parti, ça prouve qu'il est chef de parti, puisqu'il n'ouvre qu'à d'autres partis. Il n'est pas souverain. Il en est de même de Hollande, et c'est encore pire. Hollande, il a pris le Parti socialiste. Il n'a fait que cela. Ce n'est que le premier secrétaire du Parti socialiste. Il l'est resté, il le demeure. Alors, il y a la guerre du Mali qui lui permet de se donner une sorte d'illustration, et d'ailleurs tant mieux. Vous remarquerez d'ailleurs que dans cette affaire-là, il utilise le secret, exactement comme Mitterrand, exactement comme Sarkozy. Les décisions sont prises, contrairement à toutes les règles, en cabinet privé, et uniquement avec les hommes de l'art, c'est-à-dire les militaires. Et éventuellement quelques diplomates. Et ça s'arrête là, et heureusement. Il n'y a pas de discussion. L'affaire du Mali va passer devant l'Assemblée, mais il n'y aura même pas de vote, ça sera purement indicatif. Nous en sommes là, dans une crise majeure, où la représentation française n'est plus que l'expression de partis politiques. Il n'y a que des partis politiques qui sont représentés. La nation française n'est pas représentée en tant que telle. Et nous avons à la tête du gouvernement, à la tête de l'État plus exactement, à la tête de l'État, nous avons un homme d'appareil, un homme de parti, qui fait passer le programme du parti, avant tout, on l'a bien vu dans l'affaire du mariage pour tous, ça passe parce que ça fait partie du programme. C'est la raison qu'il donne, ça fait partie du programme. Lui, il s'en fiche, puisque marié, pas marié, et ça fait partie du programme. Nous sommes dans un système totalement partisan et le chef du gouvernement héros n'est que le second dans le parti. C'est un homme lui-même d'appareil et qui n'a aucun charisme de chef de gouvernement. Or, la crise qui s'annonce est une crise, elle n'est pas derrière nous, elle est devant nous. Elle est terrible. Je le répète, elle est financière. Pour ça, il faut avoir... on va vers une catastrophe financière et vers probablement ce qui s'apparentera à une banqueroute. Et deuxièmement, on va vers une crise sociale, doublée d'une crise de la crise économique. L'économie française est atteinte dans ses forces vives. Et troisièmement, on va voir cette révolte sociale va s'exprimer de manière populaire par un refus d'un système fermé sur lui-même, où même les Français de gauche, Français de droite, il y a eu dernièrement et je finis là-dessus, dernièrement un sondage extrêmement intéressant du Cevipof qui montrait que 80% des Français estimaient qu'ils étaient mal gouvernés, qu'ils étaient mal représentés, et qu'est-ce qu'ils attendaient? Ils attendaient un chef. Eh ben, c'est exactement le problème de 1789. On n'a pas changé en France de problème. Il faut refaire un exécutif régalien, donc royal, un jour ou l'autre. En tous les cas, un exécutif. Et deuxièmement, il faudra quand même un jour sortir du système des partis
et réduire à ce qu'ils sont, c'est-à-dire rien du tout. Si à l'heure actuelle on laissait les partis uniquement à leurs ressources financières propres, ils n'auraient pas les ressources de l'État, les partis politiques ne seraient rien en France. Et les carrières politiques ne seraient rien. Et à ce moment-là, il serait possible d'imaginer, parce que c'est très possible, une véritable représentation sociale, économique de la France qui permette aux Français d'avoir accès à la législation. Car les Français n'ont pas accès à la législation, vous le savez tous, dans la mesure où vous avez des responsabilités, les lois, les décrets vous tombent dessus, c'est pondu par une administration qui vit sur elle-même et qui vous impose des normes auxquelles on n'a pris absolument aucune part. Donc, échec total de la prétention de 1789, il faut revenir au point de départ pour refaire ce que le comte de Chambord appelait lui-même, s'adressant aux Français, nous referons ensemble et quand vous voudrez le grand mouvement de 1789.